Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Marc-Duras, responsable marketing et communication cybersécurité chez Capgemini en France et je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouvel épisode d'Objectif Cyber en direct du studio 147 de Capgemini. Objectif Cyber, c'est votre rendez-vous positif et inspirant avec des acteurs majeurs de l'économie française, publics ou privés, qui partagent leurs expériences, leurs problématiques, leurs stratégies pour vous encourager à ouvrir de nouvelles portes grâce à la cybersécurité. Et ce mois-ci, nous parlerons innovation et cybersécurité. Deux domaines étroitement liés qui s'alimentent l'un l'autre afin de nous permettre, dans le monde hyper connecté dans lequel nous évoluons, de bénéficier de toutes les opportunités offertes par le numérique, et ce, en toute sécurité. Je suis ravie de vous présenter Antoine Courret, président de la start-up Aleya. Bonjour Antoine. Bonjour Camille. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour dire deux mots tout d'abord sur Aleya, vous avez fondé Aleya en 2021 avec l'ambition de structurer l'offre française en matière d'intelligence artificielle, d'en faciliter le déploiement par les utilisateurs et donc d'embarquer l'industrie française et européenne vers l'IA. Aleya, c'est donc la première plateforme européenne d'IA ouverte, sécurisée, mutualisée et souveraine. Mais avant de nous parler d'IA spécifiquement, j'aimerais m'adresser à l'entrepreneur que vous êtes, au start-upper, et avoir votre regard justement sur l'imbrication innovation cybersécurité que j'évoquais en introduction de cette émission. Du coup, Antoine Courret, quel est votre regard sur les liens entre l'innovation et la cybersécurité ? Comment est-ce que les méthodes d'innovation peuvent être utilisées pour renforcer la cybersécurité ? Et à l'inverse, comment la cybersécurité peut-elle favoriser l'innovation ? Oui, tout à fait. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation dans le podcast Objectif Cyber. Les attaques, effectivement, sont de plus en plus innovantes. Et donc, la cyber se doit d'être aussi de plus en plus innovante et c'est difficile d'envisager la cybersécurité sans l'innovation. Donc, l'objectif, effectivement, entre autres avec l'intelligence artificielle, va être d'apporter des innovations qui viennent d'autres technos pour la cyber, pour mieux se protéger et mieux se défendre, et ainsi améliorer la détection des attaques. Réciproquement, pour aller vite et innover en toute confiance, il faut de la cybersécurité. Si on veut prendre une analogie, quand on fait une voiture, elle roule vite, il faut d'abord s'assurer qu'elle puisse bien freiner, bien répondre aux commandes du volant au moment de tourner. Donc l'innovation pensée sans la cyber n'a pas de réelle capacité de déploiement, et c'est ce qu'on montre avec de nombreuses initiatives et de réglementations à l'échelle globale. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler de l'AI Safety Summit au Royaume-Uni il y a quelques mois et que la France aura la chance d'accueillir l'année prochaine. Également l'AI Act européen ou encore l'Executive Order aux États-Unis. L'importance de ces réglementations, c'est aussi de permettre en fait de faire à la fois de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité en toute confiance et permettre aussi aux tech européennes de se développer dans un cadre sécurisé, loin d'être dans une réglementation qui est loin d'être castratrice, mais au contraire pour offrir un terrain avec de nouvelles opportunités pour l'IA et pour la cyber. Et du coup, donc, là-dedans, pour vous, c'est quoi le rôle des startups ? C'est quoi le rôle de cette collaboration entre les startups et les grands groupes pour justement accélérer les avancées en matière de sécurité informatique ? De fait, on est dans un monde qui va très vite, où une start-up va pas pouvoir grandir toute seule parce qu'elle n'a pas tous les moyens nécessaires, financiers et puis de taille de marché que peut avoir une grande entreprise. Et réciproquement, les start-up vont être là pour un peu explorer, aller apporter des solutions innovantes aux organisations privées ou publiques, parce qu'elles peuvent se permettre d'aller explorer les sujets d'après, d'aller explorer des zones qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par les produits d'aujourd'hui, les solutions d'aujourd'hui, et qui sont parfois un petit peu plus risquées pour des grandes organisations. Ou en tout cas, y compris en termes de prise de risque sur la recherche ou sur l'académique. Ça passe notamment, de fait, par des partenariats aussi et des liens entre les startups et les établissements de recherche, puisque les startups vont travailler avec les établissements de recherche pour transformer les technologies issues des laboratoires en produits ou en solutions.
Ainsi, les startups vont un peu jouer ce trait d'union entre le monde de la recherche et puis les grandes organisations. Et une fois qu'on s'est dit ça, réciproquement, la collaboration va être bénéfique pour les startups, puisqu'elles vont permettre, puisque les collaborations avec les grandes entreprises vont leur permettre à la fois d'éprouver les solutions, d'être confrontés à des problématiques plus complexes et d'installer leurs solutions de façon industrielle dans la durée sur le marché. Et du coup, finalement, pour faire un peu le lien avec la question précédente, si on fait un peu le schéma de la combinaison la plus intéressante, en fait, pour avancer les choses en confiance, c'est la start-up, l'intégrateur, le client final. On expérimente ensemble, on innove, on grandit ensemble chez le client final. Tout ça dans le cadre formulé par les réglementations en vigueur. Et justement, puisqu'on se parle de confiance, comment, selon vous, est-ce qu'on peut accroître le niveau de confiance dans l'IA, dont on parlait précédemment, et donc, évidemment, au-delà des réglementations qu'on évoquait précédemment? Oui, bien sûr. Évidemment, la confiance dans l'IA, c'est un vaste sujet. C'est un sujet à la fois au sein de l'IA et puis aussi dans l'implémentation de l'IA dans une grande organisation. Donc, c'est un sujet dont on pourrait parler très longtemps. Si on veut faire le lien avec la dimension cyber aussi, amener la confiance, ça passe par un ensemble de pratiques, de process, de dispositifs à mettre en œuvre pour donner et avoir confiance dans l'environnement dans lequel les moteurs d'intelligence artificielle vont tourner. La confiance aussi dans le traitement des données, qui va servir à alimenter le moteur ou en sortie, qui vont également servir dans les applications d'entreprise. Et enfin, dans la confiance dans le moteur lui-même, son comportement, son développement, dans les algorithmes, pour qu'ils soient conformes à des problématiques soit réglementaires, soit des problématiques d'éthique, et que, en gros, les équipes métiers aussi aient confiance dans le résultat lui-même. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout couvrir aujourd'hui sur les sujets de la confiance. La confiance, ça va notamment passer par 3 grandes thématiques. La confiance dans la sécurisation de l'environnement de calcul, la confiance dans l'environnement d'entraînement, et enfin la confiance dans l'inférence. Si on décrit un tout petit peu ça, pourquoi ? La sécurisation de l'environnement de calcul, ça va être important pour les équipes IT, pour que les équipes IT, quand ça tourne, elles soient en pleine confiance et que la façon dont ça va tourner, l'environnement va être sécurisé. Le deuxième, la sécurisation de l'environnement d'entraînement, c'est plutôt pour les équipes IA. Quand elles prennent des données, quand elles déploient, développent, entraînent des algorithmes, il faut qu'elles aient confiance dans le calcul, mais aussi dans les modèles qu'elles vont pouvoir utiliser ou qu'elles vont pouvoir créer. Et enfin, le plus important, c'est presque la partie inférence, puisque ça va concerner les équipes métiers, puisque les équipes métiers, à la fin, vont voir les résultats des entraînements de modèles, de l'utilisation des modèles, et il faut qu'elles aient confiance dans leurs résultats. Comment ça va pouvoir être perçu ? C'est la confiance dans l'impact que va pouvoir avoir l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la cohérence des résultats, c'est-à-dire le bénéfice opérationnel mesurable des gains de temps ou des gains de clients ou des gains de sécurité dans le cadre de la cyber, et la mise en œuvre pratique, pas uniquement sur des indicateurs techniques, mais aussi c'est la mise en œuvre, l'utilisation au quotidien après de ce qui est utilisé, qui créera la confiance dans les équipes. Et peut-être juste pour préciser un mot que vous avez utilisé, quand nous inférons quelque chose, et corrigez-moi bien sûr si je dis une bêtise, mais nous appliquons une sorte de règle pour nous rappeler les faits déjà connus et tirer de ces faits déjà connus des conclusions. Oui, c'est exactement ça. C'est des nouvelles conclusions qui vont être basées sur les modèles qui ont été entraînés et avec les données qui arrivent. Oui. Merci pour cette précision. Alors, du coup, si on regarde l'IA dans le contexte cyber, et d'ailleurs en particulier l'IA générative, quelles sont selon vous les vulnérabilités qui portent sur des sujets qui ne sont pas des sujets purement cyber, qui vont apparaître avec l'IA générative et qui vont nécessiter que des postures de cybersécurité nouvelles soient mises en place? En fait, l'un des sujets majeurs qui arrive, ça va être aussi de cybersécuriser les flux d'échange pour garantir l'intégrité des données en entrée et en sortie.
Par exemple, dans le cadre de ce podcast-là, s'il va être diffusé, s'il y a une attaque cyber qui vient insérer du contenu dans le flux, qui peut être du contenu déviant, raciste, pédopornographique, ça ne va pas forcément plaire aux équipes d'Objectif Cyber. Je confirme. Donc, et quand on parle d'IA générative, de grands modèles de langage, ça va s'appuyer en fait sur ces données textuelles, ces données vocales. Et donc il faut sécuriser les flux parce qu'après, si on utilise ce podcast-là pour après entraîner des nouveaux modèles, et s'ils ont été, attaqués ou avec de l'injection de mauvaises données, ça ne va pas être cohérent. Donc aujourd'hui, effectivement, la cybersécurité a plutôt l'habitude de protéger le tuyau ou de protéger les points finaux, ce qu'on appelle les endpoints, pour éviter les attaques et éviter que quelqu'un ne pénètre soit sur le réseau, soit sur un flux, soit sur un équipement. Quand on fait de l'IA, on s'entraîne sur les flux de données, on utilise les modèles qui utilisent ces flux de données pour répondre à des nouvelles questions, automatiser des réponses, etc. Si dans l'entraînement de ces modèles, certains s'amusent à mettre des bases de données déviantes, l'entraînement va être également déviant. Donc concrètement, c'est-à-dire que biaiser les réponses qui vont par exemple donner lieu à des réponses ou des résultats racistes ou de harcèlement ou pas cohérents, y compris dans une organisation interne, cohérents avec disons, les chartes ou les codes de conduite de l'entreprise, on peut potentiellement s'en rendre compte qu'au bout d'un certain temps. Donc voilà, d'où l'importance et d'où l'impact effectivement de l'évolution de l'IA et de l'IA générative pour la cybersécurité qui ouvre des nouveaux domaines. Et puis un dernier changement important aussi, ça va concerner les identités. Aujourd'hui, on sait bien qu'on peut créer des nouvelles identités, des pseudos, mais qui peuvent être des vraies personnes. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau sujet aussi qui va être un défi de mieux maîtriser les accès pour garantir que la personne qui va interroger un moteur, qui pourra être une personne ou même une IA, s'il y a un agent qui va discuter avec d'autres agents d'intelligence artificielle, il faudra pouvoir s'assurer dans les nouveaux développements dans le monde de la cyber que les gens ou les agents qui discutent entre eux sont bien autorisés à discuter entre eux. Donc c'est pareil, c'est un nouveau pan qui va s'ouvrir pour le domaine de la cybersécurité. Et donc, on voit effectivement que de nouvelles problématiques apparaissent, en effet, et qui vont devoir intégrer la cybersécurité dans ce contexte d'un essor de l'IA générative. Mais ce qu'on voit aussi quand même, c'est que celle-ci va venir fournir de nouvelles armes à la cybersécurité, malgré tout. Très clairement, après, c'est des sujets qui sont en plein développement, où l'IA générative qui permet de structurer, de donner accès à des bases vraiment très, très grandes. On parle de milliards de données. Donc, ça va permettre aussi d'entraîner des modèles de cyber qui vont permettre de mieux se défendre. Donc, ce qu'on appelle typiquement les blue teams, qui vont permettre à la fois d'avoir des blue teams pour garantir les modèles d'intelligence artificielle, des blue teams aussi pour garantir avec l'intelligence artificielle d'autres types d'attaques et d'anticiper ces attaques-là. Un autre cas aussi qui est très intéressant et qu'on commence à voir se développer, c'est tout ce qui permet d'évaluer l'efficacité des projets cyber dans le cadre de la réduction globale des attaques et ainsi de prioriser les actions de protection qui auront un impact le plus fort. Parce que plus on va avoir d'attaques, plus il faut on va pas pouvoir avoir des équipes de SOC qui vont se démultiplier à l'infini. Donc, il faut réussir à les analyser automatiquement et faire en sorte que les techniciens cyber qui vont intervenir aient les informations les plus avancées possibles. Et donc ça, quand on mêle effectivement IA générative et cyber, c'est le genre d'évolution qui va aussi arriver, qui est très intéressant pour les sociétés. Et qui sont de très bonnes nouvelles. Qui sont de très bonnes nouvelles, puisque c'est là où on va permettre aux innovations, à la fois dans le monde de l'IA et dans le monde de la cyber, d'apporter des solutions très innovantes sur le marché et de sécuriser encore le mieux l'ensemble des entreprises. Et alors, avant d'arriver au bout déjà de notre échange, j'ai deux questions à vous poser que je pose à l'ensemble de nos invités du podcast Objectif Cyber. Et voilà, je suis curieuse d'avoir votre regard d'acteur qui n'est pas un acteur purement cyber, mais malgré tout très fortement sensibilisé à la cybersécurité. Pour nous, chez Capgemini, la cybersécurité permet d'œuvrer pour que les entreprises, les organisations, les individus et donc y compris les plus vulnérables d'entre eux puissent bénéficier
pleinement et sereinement des technologies et des innovations du numérique. Et cette vision finalement de ce que les professionnels, au travers de tous les métiers de la filière cybersécurité, peuvent apporter à la société, c'est ce qu'on appelle Cyber for Good. Pour vous, qu'est-ce que justement la cybersécurité peut apporter à la société ? Qu'est-ce que cette notion finalement de Cyber for Good vous évoque ? Effectivement, comme vous le disiez, Camille, on est dans le monde de l'IA, mais on est d'abord, on est intéressé par le cyber pour nous, parce qu'on a besoin de protéger, y compris les modèles d'IA, et puis on est intéressé également pour le fait d'apporter l'IA dans la cyber. Moi, je vois dans la partie Cyber for Good, je vois trois grands sujets. Le premier, c'est qu'on sait que la cyber, ça touche tout le monde, mais que tout le monde ne peut pas se protéger. Et donc, protéger des cibles importantes. Typiquement, je pense à deux principalement, comme les PME. PME qui n'ont pas forcément l'ensemble des moyens, l'ensemble de la connaissance, mais qui sont des acteurs importants pour les grandes entreprises, parce que souvent fournisseurs de grandes entreprises. Les PME, voilà, c'est typiquement les zones où la Cyber for Good peut leur permettre, peut-être à des coûts moins importants, d'accéder à des avancées cyber. Et puis il y a également les hôpitaux, qui sont quand même un des maillons, une des organisations les plus touchées, parce que les données de santé sont très intéressantes, parce qu'elles se revendent cher dans le dark web, et souvent pas toujours très bien protégées, parce que le but d'un hôpital, c'est surtout de soigner du monde, en fait. Voilà. Le deuxième axe que je voyais aussi dans le sujet Cyber for Good, c'est faire prendre aussi à tout le monde conscience de ces risques, y compris dans les écoles, donc y compris auprès des adolescents, avec deux intérêts. Un, ça leur permet de prendre conscience de ça et de pouvoir mieux se protéger, y compris quand ils voient des liens un peu bizarres ou trucs comme ça. Et puis aussi, quelque part, de faire la pub pour attirer vers les métiers de la cyber, qui sont des métiers qui sont parfois un petit peu moins connus, à la fois et puis y compris pour les femmes, qui sont des personnes qui sont un petit peu moins représentées dans les équipes cyber. Donc voilà, faire aux adolescents, mais aussi aux adolescentes. Et puis dernier point qui peut être vraiment un objectif commun, de mise en commun, c'est le fait qu'aujourd'hui, toutes les grandes organisations publiques privées sont de plus en plus attaquées, et réussir à mettre en place des bases communes d'attaque pour, y compris, entraîner potentiellement des très grands modèles, ça permettra aussi d'augmenter l'efficacité des solutions qui pourront être développées par ailleurs. Et merci beaucoup. Et puis effectivement, on partage votre vision de la mise en commun. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça que Capgemini a été membre fondateur du Campus Cyber. C'est aussi pour cette raison de collaboration, de mise en commun et de se porter collectivement vers le haut. Et alors, pour conclure, je vais vous demander cette fois-ci un conseil pratique. On le sait, la cybersécurité d'une organisation passe par des process, par des technologies, par un sponsorship au plus haut niveau de l'organisation, mais elle passe aussi et surtout par l'humain. Et donc, pour vous, quelle est la bonne pratique la plus importante à mettre en œuvre au quotidien pour assurer une sécurité numérique optimale ? Ah oui, ça c'est effectivement le facteur humain, ou le human in the loop, fait partie du top 10 dans la façon d'améliorer et de réduire le risque cyber dans une entreprise. Quelque part, peut-être deux petits conseils. Le plus simple, c'est d'acquérir un réflexe permanent, surtout quand on reçoit des emails, puisque 90% des attaques en fait proviennent d'un email. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire avoir un œil critique très rapidement sur un email écrit bizarrement, ou une adresse qui ne correspond pas complètement à l'émetteur, si je reçois un mail Capgemini, mais je vois qu'il y a un Y qui traîne, ou un tiret qui est mal positionné, ou une pièce jointe avec une extension un peu curieuse, ou le renvoi vers un lien avec une adresse qui est en fait pas en lien avec l'email. Voilà, c'est ce regard critique un petit peu permanent, et ce réflexe qu'on peut adopter, qui va permettre d'éviter quand même beaucoup de problèmes. Ça peut aussi être le fait de générer des attaques un petit peu comme ça, des fausses attaques pour entraîner les gens aussi. Mais créer ce réflexe-là, c'est quelque chose qui est important. Le deuxième aussi, qui est évidemment important, qui fait le lien un peu avec le Cyber for Good, c'est le fait d'acquérir, plus pour les entreprises, la mise à jour des systèmes de sécurité, des règles associées,
Et puis également pour chacun d'entre nous, prendre l'habitude, même si le système ne l'impose pas forcément, de changer quand même régulièrement son mot de passe, avec des mots de passe un petit peu compliqués idéalement. Mais voilà, de changer régulièrement pour voire d'avoir des doubles authentifications. Et voilà, qui est un deuxième grand phénomène aussi des attaques qui peuvent arriver. Voilà. Deux réflexes, les emails et puis les mots de passe. Et pas laisser traîner les mots de passe, mais utiliser des gestionnaires de mots de passe de confiance, on va dire ça. Merci beaucoup Antoine Courret pour vos conseils. Merci beaucoup à vous de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Merci beaucoup d'avoir participé en effet à cette émission. Merci également à vous tous qui nous écoutez. Et si comme moi vous avez trouvé cet échange tout à fait passionnant, n'hésitez pas à nous accorder quelques étoiles, quelques cœurs ou quelques pouces sur vos plateformes d'écoute préférées, à repartager également sur vos réseaux sociaux et surtout pensez bien à vous abonner pour être les premiers prévenus de la sortie de nos nouveaux épisodes. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectif Cyber.